L'épisode que vous allez écouter est en réalité la retranscription d'une rencontre ayant eu lieu le 25 mars au cinéma Méliès à Montreuil autour du film L'impitoyable lune de miel de Bill Plympton. Il faudra un peu patienter pour avoir le prochain épisode classique, mais dans quelques jours vous aurez la retranscription de la rencontre autour du film Your Name, donc guettez vos applis de podcast si vous êtes intéressé. En attendant, j'espère que vous apprécierez cette rencontre. Bonjour, bienvenue pour cette séance de Bill Plympton. C'est une séance un peu particulière parce qu'elle sera suivie d'une conférence. Avant d'introduire les invités, je vais juste vous dire deux mots. Alors moi je m'appelle Alan Chic, je travaille à la programmation et les films d'animation sont souvent parqués dans un ghetto qui est celui du jeune public, et c'est très bien qu'il y ait des films d'animation pour les plus jeunes, mais on aime aussi montrer l'animation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un film avant tout. Peut-être qu'on aura l'occasion de discuter, est-ce que l'animation c'est un genre, est-ce que l'animation c'est une technique? Nous on a notre avis là-dessus. À chaque fois qu'il y a des films d'animation qui s'affranchissent du côté jeune public, on saute un peu dessus. Vous avez pu voir peut-être à la programmation un film qui s'appelle Souls aveugles, femmes endormies. Et on a eu la chance de recevoir Bill Plympton il y a 5-6 ans, et je garde un souvenir assez beau de cette rencontre parce qu'on avait quelqu'un d'entier. Et à la fin de la séance, il vendait ses dessins parce qu'il nous expliquait qu'il était indépendant. Pour vivre, il avait besoin d'avoir des rentrées d'argent et il vendait des dessins. Et bref, quand ces deux films sont ressortis le 15 mars dernier, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On a invité le podcast En Intervalle qui vont faire une conférence à la fin, et donc ça va être un peu particulier. L'audio sera enregistré. Vous pourriez participer aussi au podcast en posant vos questions, vos remarques. Bref, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Maud Gassel et Alexandre Coadel du podcast En Intervalle. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et donc, je leur ai demandé, je leur ai dit, enfin, je sais qu'en Intervalle, ils aiment beaucoup Plympton. En tout cas, je leur ai demandé, il y avait deux films, il y avait celui-là ou Les Mutants de l'espace, et c'était ce choix-là un peu qui est ressorti. Et peut-être je vais vous laisser la parole sur deux mots sur En Intervalle, et puis après peut-être sur le film, et puis voilà. En Intervalle, c'est un podcast qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an, enfin, qui traite de l'animation sous tous ses aspects, sous toutes ses formes que ça peut prendre. Vous pouvez le trouver sur Spotify, YouTube, iTunes Podcast, non, Apple Podcast. Apple Podcast, oui. Histoire que j'oublie rien. Et des objets comme le film que vous allez voir peuvent nous intéresser, c'est-à-dire un réal comme Plympton qui vient du dessin de presse, qui vient de choses comme Playboy, du New Yorker, voilà. de ce genre de. Donc il a fait des dessins plus pornographiques et puis des dessins vraiment de la caricature, comme on a un petit peu en France aussi avec des dessinateurs de presse, mais c'est une tradition qui est très forte aussi aux États-Unis. Ça va se voir d'ailleurs dans le film, cette influence. C'est ça, donc vraiment un cartooniste dont les dessins sont très heurtés. Il anime avec très très peu de dessins, parfois seulement 3 à la seconde. C'est très brut, à la fois, on peut le voir là, dans le trait avec énormément de gribouillis, des gestes très violents et des déformations. Il reprend toute cette logique-là des animateurs classiques de la Warner Bros. Ou de Tex Avery, par exemple, tous les cartoons que vous pouvez... Il y a des gags qui sont vraiment très visuels, qui reposent sur un humour absurde et des conséquences un peu imprévues de la physique des objets qui va être modifiée. Donc c'est vraiment de l'animation très traditionnelle, et c'est assez intéressant de la voir dans une forme qui est très saccadée. On pourra vraiment parler de l'animation dans son ensemble, puisque je pense que Bill Plympton, c'est quelqu'un qui a très bien maîtrisé son médium et son espace, et qui arrive à tout calculer pour que, en fait, à la fois ça soit des films qui soient économiquement viables. C'est des petits films avec des petits budgets, donc on va voir qu'il y a peu d'animation, et en même temps ce peu d'animation va vraiment renforcer tous les aspects du film, que ce soit les gags, que ce soit le scénario. Donc vraiment c'est très intéressant, c'est très riche. Et donc voilà, faut pas être rebuté par le côté saccadé du film qu'on n'est pas habitué à voir, ni pour les films d'animation pour enfants, ni pour les films d'animation pour adultes, entre guillemets. D'habitude, on aime bien les images bien fluides, bien détaillées. Là, c'est pas le cas, et c'est vachement bien. très potache, oui. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou... Non, je pense qu'on peut en garder pour après plutôt. Ça marche. Je vais juste dire, le film est sorti en 97 et il a eu le Cristal à Annecy. Donc Annecy, c'est le plus grand festival d'animation au monde, on peut dire. On vous souhaite une très très bonne séance, et on se voit dans 1h20, je crois, ça, à peu près. Tout juste, ouais. À tout à l'heure. Merci. Merci. J'oubliais à quel point le film mitraillait d'idées, en fait. En le revoyant pour préparer un peu l'échange et la rencontre, quoi, c'était... J'avais l'impression que le film baissait un peu de rythme dans la seconde partie, parce que j'aimais beaucoup cette mise en place comme ça, de cette idée d'une espèce de lobe mutant qui en fait est juste du carburant à idées de cartoons qui vont très très vite, qui se succèdent. Il n'y a aucune scène où tout le potentiel n'est pas évidé de tous les éléments du dessin. En le revoyant, je trouve que la seconde partie, plus militaire, avec plus d'affrontements et tout ce qui est éviscération, tripaille et compagnie, m'a mieux plu que lorsque j'avais préparé c'est à force de le revoir, on apprécie mieux certains films, mais
Enfin, je sais pas, toi, c'est ta... Je suis assez d'accord, c'est exactement l'impression que j'avais eue. Je pense que ça joue de le revoir en salle, évidemment. Puisque je sais pas, je trouve qu'on est vachement pris dans le flux du film, enfin beaucoup plus, les gags s'enchaînent beaucoup plus rapidement, il y a beaucoup moins de temps mort, enfin dans mon impression je me rappelais vraiment que le film était assez étiré, ce qui est le cas, mais je trouve que cet étirement du coup rajoute au film et le rend beaucoup plus comique et beaucoup plus prenant que dans mon souvenir. Je trouve ça vachement intéressant d'ailleurs la manière dont Plimpton va gérer ses gags, c'est-à-dire toujours en étirant un maximum les situations, en les décomposant le plus possible. Il y a plein de gags qui sont basés sur la décomposition des corps, par exemple. Je sais pas, il y a la peau qui va partir, puis après il y a les muscles qui vont partir, après il y a les os qui vont partir. Les vues en coupe aussi. Voilà, c'est ça, les vues en coupe. Donc je trouve ça très comique et du coup ça marche bien avec un film qui étire du coup chacun de ses gags et qui du coup lui-même s'étire. Et donc même à la fin, moi je me rappelais que le gros canon géant, ça m'avait un petit peu... quand ils partent de Smile Corp, je me dis ça tire trop. Et en fait, j'avais pas compris le film. C'est le but du film, en fait, de trop tirer, de toujours trop tirer. Parfois, ça tire trop, évidemment, et on s'ennuie un tout petit peu. Mais je trouve que du coup, finalement, on se met à rigoler en fait de l'étirement. Il trouve toujours un truc pour prolonger l'action et pour prolonger le gag ou pour le faire bifurquer dans une direction auquel on n'aurait pas pensé, alors que pourtant, on a déjà vu. Je sais pas, une demi-heure, 45 minutes de film, des courts-métrages de Plimpton, et en fait, non, il se passe quelque chose de comique, de rigolo, et je trouve ça presque passionnant en fait à voir. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très frais, de toujours très créatif, comme ce que tu disais, et qui tient vachement du cartoon. Enfin, on parlait de Tex Avery en toute introduction, et c'est vachement ça en fait. C'est des gens qui vont tomber, qui vont se relever, des objets qui vont avoir des formes bizarres. Mais de sa pratique du court-métrage aussi, enfin, tu le mentionnais, mais donc, il doit avoir au total un peu plus d'une dizaine de longs-métrages, mais pour une centaine de courts-métrages, de publicités, de clips. Il a énormément travaillé pour les programmes courts de MTV aussi, qui a dû beaucoup s'entendre sur le ton et l'humour qu'il avait. Je pense que c'est à force de répondre comme ça, quelque part à des commandes, parce que lorsqu'on est un cinéaste indépendant, qu'on n'est pas contractualisé chez Disney, il a refusé d'ailleurs, même si c'était son rêve d'enfant, dès 6 ans, c'est les films Disney, comme pas mal d'animateurs qui lui ont donné envie de dessiner. Mais il a refusé des contrats à plus d'un million de dollars. C'est ça, il a refusé un contrat à $1 million. Après, son premier court-métrage vraiment qui a marché, c'est Your Face, qui est un court-métrage qui ressemble vachement à ça. Dans l'humour, c'est quelqu'un qui va chanter, et puis sa bouche va se déplacer sur son front, et puis après, il y a un bonhomme qui va rentrer par son oreille, sa tête qui va tourner. Enfin voilà, c'est le même type de structure de film, ça dure 5 minutes, et à chaque fois, juste sur un chant, il va trouver des manières de déformer la réalité, de déformer le chanteur, de déformer la chanson, toujours d'une manière différente, toujours d'une manière nouvelle. Et là, ça revient, c'est pareil. Donc après ce court-métrage qui a été nominé aux Oscars, il a été approché, d'après lui, par Disney, qui lui a proposé $1 million, travailler chez eux. Quoi. C'était en 92. Je crois qu'il devait travailler sur les designs du génie d'Aladin. Quand tu travailles pour Disney, tout ce que tu fais, même le moindre gribouillis que tu fais en passant un coup de fil, appartient à Disney. Et ça, c'est un truc pour quelqu'un qui pratique à ce point le dessin. Je suis jamais trop sûr, mais on peut vraiment affirmer que 90% de tous les dessins qu'on voit dans le film ont été exécutés par Plimpton lui-même. Pas le coloriage et le passage sur celluloïd, enfin les étapes plus techniques, mais tous les dessins sur papier ont été exécutés par Plimpton. Il peut faire un dessin en 10 minutes top chrono et élaborer comme ça une scène où toutes les phases d'une animation vont se suivre. Enfin, il est d'une efficacité assez redoutable. Oui, des films faits par un seul animateur, des films d'1h15. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas en fait. Il y a des films de 20 minutes parfois qui sont faits pendant plusieurs années par des gens vraiment chevronnés. Et en fait, Plimpton, pendant qu'il fait des longs métrages, il fait 3-4 courts métrages, il fait 3 pubs. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et très vite. Enfin, c'est juste techniquement, c'est très très impressionnant. Et je pense que c'est parce que dans ces gags, il y a cette idée de aussi parfois jouer beaucoup sur le hors-champ pour économiser des images par seconde, de jouer sur certains sous-entendus pour, par exemple, cacher une bouche ou cacher... quand Grant a une... Ah, Grant, c'est très très gros, et c'est très très gros, on ne voit pas. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et il y a une efficacité dans la mise en scène qui je trouve, capitalise énormément sur le besoin de rapidité et d'efficacité que Plimpton va avoir. Souvent, donc on le dit souvent pour l'animation, c'est pas tant une question d'argent que de temps. Le film n'a pas forcément pas d'argent, mais c'est juste que le film il est fait sur des petites structures avec peu de main d'œuvre, avec peu de temps pour être fait. Il fait un film en 2 ans. Enfin, c'est 2-3 ans, pas plus. Ouais. Pour des gens qui sont à moitié tout seuls, c'est
c'est ridicule. Donc voilà, c'est surtout ces contraintes-là qui sont importantes. Et j'ai l'impression que je pense que ça vient de sa formation, de son histoire de dessinateur papier de presse, en fait. On dirait presque des strips ou des choses comme ça, où la caricature fait qu'on grossit des éléments pour qu'on comprenne plus vite, en fait. C'est pour ça que les personnages sont stéréotypés, que les scénarios sont stéréotypés, c'est pour gagner du temps. C'est pour que le spectateur et les spectatrices gagnent du temps aussi, pour pas qu'on s'emmerde à comprendre des subtilités de l'intrigue. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des gags visuels, et donc il va tout de suite aller au plus direct, y compris dans l'animation, qui du coup devient très saccadée, de manière à pouvoir se concentrer sur des séquences de transformation très précises, qui sont extrêmement impressionnantes. C'est quand même un très très bon dessinateur. Et moi, je trouve ça extrêmement stimulant à regarder, en fait, pour les animateurs, les dessinateurs, les amateurs d'animation. Je trouve que, même si moi je suis pas extrêmement fan de l'univers un petit peu parodique, satirique que Plinton va développer, que je trouve parfois un petit peu vieux jeu, je trouve ça toujours assez délirant de voir ces films, quoi. Même ces courts-métrages plus récents qui sont tout le temps, qui ont tout le temps cette sorte de fraîcheur, quoi, de créativité que je sais pas comment il fait pour se renouveler tout le temps. Alors même si parfois les gags sont similaires entre eux, mais il y a cette tu vois, il y a un truc très explosif, très très comique qui moi me plaît beaucoup. C'est sans doute à force comme tu dis, de décliner en fait sans cesse des idées comme ça en étant sur des strips, quoi, parce qu'il y a pas mal si on peut dire, d'éléments recyclés dans le film. Tout le passage avec la cassette du comique un peu raté là, sur How to Make Love est tiré d'un de ses courts-métrages plus anciens qui doit dater des années 80. Ouais, je crois que c'est ça. 85, quelque chose comme ça. C'est-à-dire les anciennes idées peuvent très bien être récupérées, il n'y a pas de mal à... comme les déformations de tête ou les segments chantés aussi. Il en avait fait un film entier, The Tune, où c'était que comme ça des numéros musicaux un peu surréalistes et délirants qui se succédaient. Donc là, il y a beaucoup de recyclage. Enfin, c'est quelqu'un qui va, j'ai l'impression, être très fort pour savoir ce qu'il peut recycler, ce qu'il faut recycler, comment recycler telle boucle d'animation. Vous avez vu, là, il y a beaucoup de moments où une personne qui va marcher, il va y avoir ce qu'on appelle un cycle d'animation. Donc il y a une jambe en avant, une jambe en arrière et puis une jambe au milieu, en gros. Et il va le répéter sur 1 ou 2 secondes. Et comme ça, on a vraiment l'impression que le personnage marche, alors que lui, il a fait 3 dessins. Donc comme ça, il a fait 3 dessins pour 3 secondes, ce qui est un rythme d'animation extrêmement bas. Mais en fait, vu qu'il les scanne plusieurs fois, il n'a pas inventé cette technique. Plinton, il a à peu près rien inventé. En fait, il a perfectionné énormément de techniques qui sont déjà en œuvre dans un milieu de l'animation qui est habitué, en fait, à essayer de gratter 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 3 images par ici. Mais il est très très fort pour recycler ces films. Il recycle ses celluloïdes, puisque Alan, tu disais qu'il vendait ses images à la fin des projections pour gagner sa vie, pour aussi financer ses autres films. Il recycle ses séquences d'animation, il recycle des courts-métrages pour mettre dans ses longs-métrages. Pour financer The Tune, il avait coupé son film en court-métrage pour le vendre 2 fois. Enfin, c'est vraiment quelqu'un... c'est pas cynique, c'est très pragmatique. Il va vendre des courts-métrages, il va vendre des longs-métrages, il va vendre des celluloïdes, et tout ça, ça sert à financer d'autres films. C'est toujours une forme de fuite en avant. C'est-à-dire qu'il utilise chaque produit qui va dessiner, chaque dessin, pour faire plus de dessins, en fait. Donc c'est toujours faire plus avec toujours la même quantité de matière, quoi. Ce que tu dis me fait penser un peu à son dogme. Pour lui, il y a 3 règles: faire un film court, faire un film peu coûteux et faire un film drôle. Il n'y a quasiment aucun de ces courts-métrages qui dépasse les 5 minutes. Et il vise une espèce d'efficacité tant pour lui en tant que dessinateur, en tant qu'animateur, que pour le public, parce que c'est ça qui l'avait déterminé à se reconvertir dans l'animation et de quitter définitivement le dessin de presse avec, comme tu disais, Your Face. C'était d'avoir ce retour, en fait, du public dans la salle quand il a vu les gens se marrer en voyant la tête de cet homme se déformer, se retourner sur elle-même, etc. C'est qu'il avait le retour en direct de choses qu'il ne pouvait pas avoir lorsqu'il était illustrateur pour le New Yorker, pour Playboy ou quoi. Enfin, c'est peut-être avec le courrier des lecteurs. Il y a un temps différé. Et pardon, juste sur cette idée de recyclage, etc. Dans ce film, Plympton intègre un court-métrage à lui, c'est Comment faire l'amour à une femme. Et qui est un court-métrage qui était complètement indépendant et qui le refait rentrer à coup de forceps dans le film, et de façon assez brillante en plus. C'est vraiment révélateur de la manière dont il travaille, quoi. C'est-à-dire que c'est du recyclage, mais c'est pas du recyclage bête. C'est-à-dire que Plympton, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien pourquoi il a besoin de gagner 5 minutes, et en même temps, ce gain de temps, il meuble pas. C'est-à-dire que finalement, il meuble assez peu ses films. En fait, c'est des films où il se passe tout le temps quelque chose. Par exemple, il y a un moment on en parlait dans le métro quand on arrivait.
un moment qui nous avait un petit peu ennuyé au début, c'était le temps d'attente où Grant s'ennuie avec son beau-père, et on trouvait ce moment un petit peu mou. Et finalement, en fait, il y a quand même beaucoup de gags. Le truc où il enlève la saleté de son ongle pour la remettre, moi je trouve ça super dégueu, quoi. Mais c'est super marrant et c'est assez drôle. Il va toujours trouver des manières de meubler, parce que c'est clairement un moment où il faut meubler, il faut trouver quelque chose à faire, c'est un moment gênant, et il va trouver des manières de rendre ça un peu marrant, de créer des détails pour les spectateurs et les spectatrices. Et je trouve ça assez révélateur de sa manière de travailler. Ouais, il va toujours découper les choses, les réutiliser, les décliner, mais changer l'ordre. C'est-à-dire que, alors, How to Make Sex, il va être un petit peu changé. L'ordre des passages n'est pas changé. C'est-à-dire qu'il y a bien ce que vous avez vu, ça se déroule dans le court-métrage dans cet ordre-là, mais il manque le début, je crois, le tout début, et peut-être la toute fin. Donc il y a 1 ou 2 minutes qu'il a raboté, parce que probablement que ça devait, pour le coup, un petit peu handicaper le rythme du film. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une certaine conscience de ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Quand même, là c'est un film d'1h20, donc on peut pas vraiment dire que ça meuble beaucoup. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire 15 minutes de plus en rajoutant des boucles de gens qui marchent. Je suis sûr que ça aurait été réussi, quoi. Bah là, effectivement, ça aurait été du remplissage, mais dans le cas de la scène avec le beau-père, j'avais juste souvenir de cette succession de chants contre chants, avec comme ça les recyclages de scènes, mais non, t'as le gag du mouton. Le mouton, d'ailleurs, je l'avais jamais vu, mais il le fait revenir dans le public de l'émission. Tu le vois, tu vois, l'espace de... Enfin, c'est des fractions de secondes, mais il n'y a vraiment rien qui est perdu, en somme. Enfin, aucune occasion non plus de balancer quelque chose. Il arrive à tirer sur la corde sans la faire jamais céder. Tirer sur les intestins, tu veux dire? Oui, oui. Voilà. C'est assez... Pardon, bonjour. Moi, je reviendrai quand même sur les 3 règles que vous avez énoncées sur ces films. Moi, je trouve quand même dans Des idiots et des anges, c'est plus un film dramatique, plus qu'un film comique. Il y a des passages comiques dedans, mais c'est vraiment un de ces rares films où c'est pas que du comique tout le long. C'est quand même assez triste, c'est quand même assez noir, parce que c'est un film en plus qui n'a pas de dialogue. Visuellement, moi j'aime beaucoup, mais il est plutôt triste et noir, ce film. Glauque. C'est peut-être son film, je trouve, où on note le plus en fait son sens de la poésie. Ça me fait plaisir que vous évoquiez Des idiots et des anges. Enfin, Est-ce que tu peux rappeler quelle année? 2003 de souvenir. Et c'est un film qui est beaucoup plus terne aussi. Il est vraiment en ton de gris, de marron. Enfin, tout se passe dans un bar entre... Il y a un groupe de 5 personnes très désabusées, tous plus ou moins alcooliques. Il y en a un qui doit se pousser des ailes d'ange dans le dos et tout le monde jalouse ses ailes, soit pour avoir des prix Nobel, soit pour pouvoir aller voler de l'argent ou commettre des attentats. Enfin, on reste quand même sur cette idée de voler quelque chose un peu comme le lobe que Grant a dans le cerveau. Mais ouais, là, il n'y a plus le déferlement de gags. C'est plus des déferlements de rêverie dans mon souvenir où les personnages vont se dire qu'est-ce que je pourrais faire avec si j'avais ces ailes d'ange à disposition. Et c'est beaucoup plus mélancolique. Et ouais, il a presque valeur de faire compte moral. Qu'est-ce que c'est de voler quelque chose? Enfin, le film est très très différent. Ouais, on sent qu'il a voulu prendre une autre direction. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont une vie de merde et qui, du coup, avec des ailes, se disent je pourrais faire plein de choses. Je pourrais être danseur, je pourrais dévaliser des banques, je pourrais faire plein de choses. Mais ce sont des gens qui restent dans leur petite vie pourrie et qui trouvent que l'autre personne en face a quelque chose de magnifique et ils veulent lui piquer. Il n'y a guère que la résolution à la fin qui est très très précipitée, où soudain c'est le patron du bar avec qui est mariée la femme de ménage du bar. Du coup, enfin, le cercle de personnages est vraiment très resserré, ce qui leur permet du coup de vraiment pas avoir besoin de dialogue. Le film fonctionne que visuellement. Il se révèle être méchant et que du coup, le héros qui jusque-là était vraiment une ordure, butait des oiseaux le matin avec son... Enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver chez les personnages du film, mais c'est que... Soudain, il y a ce revirement à la fin où finalement le héros peut se voir un peu victorieux avec une super femme sous le bras. Enfin, tu retrouves un peu ce truc, sans le potache, mais tu as cette logique très expéditive et un peu irrévérencieuse où soudain le reste du film fonctionne. Tant pis, il faut que je termine le film. Là, je peux pas. Il en arrive à 1h15 et il arrête là. Ouais. Jusqu'à maintenant, peut-être que. J'espère qu'il en refera des comme ça, mais son film qui se distingue le plus par le ton et même la manière de mener les gags. Ouais. Mais de toute façon, son dogme, déjà, il ne l'a pas formulé comme quelque chose qu'il revendique. C'est quelque chose qu'il aime bien citer, parce que je pense que ça l'amuse d'avoir ces principes-là, parce qu'il se met en scène, Plinton, comme quelqu'un qui est très indépendant. Il l'est, mais ça lui plaît d'avoir cette image-là, parce que ça lui permet aussi de... je pense qu'il se la pète un peu. Il aime bien dire je fais mes films tout seul, je fais toujours mes films marrants et tout.
Mais déjà, je pense que c'est beaucoup plus appliqué sur ces courts-métrages. Il y a des courts-métrages qui sont des courts-métrages plus tragiques. Il y a Demi-Hispanique, par exemple, qu'il a fait en 2019-2020. 2021, pardon. C'est un film pendant le Covid, qui est un film sur le Covid, donc c'est pas hyper marrant. En l'occurrence, c'est pas un axe très marrant qu'il a décidé d'avoir. Mais donc, il fait des entorses régulières à ces principes. Et je pense que ça s'appliquait pour plus tôt, enfin un peu plus tôt. Je pense que dans les années 2000, il fait plus de longs métrages. Ces films prennent une ampleur qui est un petit peu différente. Et par exemple, son prochain film qui s'appelle Slide, lui-même, il est revenu dessus en disant bah oui, en fait, je respecte pas mon principe puisque le film va faire 2 heures. C'est un western qui fera 2 heures et il trouve ça très bien. C'est pas un factieux comme dirait comme dirait Macron. Enfin, il est pas du tout enfermé dans son système en fait. Il est très intelligent sur la manière dont il va s'en servir. Et puis en fait, lui, ce qui lui plaît, c'est de juste tout le temps faire des films en fait. C'est pour ça qu'il fait des courts-métrages, c'est pour ça qu'il reste indépendant. À un moment, il racontait une anecdote, mes potes a réalisé Kung Fu Panda. Le problème, c'est qu'entre 2 films, entre Kung Fu Panda qui a eu du succès et puis son film suivant, il a dû attendre le financement des studios, alors que moi, j'ai fait genre 9 films et 40 courts-métrages, le temps que lui, il en a fait 2 longs-métrages. C'est ça qui intéresse Plinton. Donc en fait, si pour faire un film, ça l'intéresse de revenir sur ses principes, il n'y a aucun problème. En fait, lui, il fait des films, il fait des pubs, il fait des courts-métrages, il dessine tout le temps. Le but, c'est de dessiner tout le temps. Il revendique vachement ça. Il explique que les conseils qu'il donne aux jeunes animateurs, c'est de toujours dessiner, d'avoir un calepin pour dessiner les gens dans la rue, dessiner les visages qu'on voit à la télé, dessiner des situations auxquelles on réfléchit pour après les reconvoquer dans des films. Mais il y a toujours cette idée du dessin permanent, de toujours avancer, de toujours créer un film. Pendant le Covid, il pouvait plus avancer sur son long métrage Slide. Il a fait des pubs, il a fait des courts-métrages, il a fait des machins. Dès qu'il a une occasion, il dessine. Dès qu'il a une occasion de faire un film, il l'a fait. Et donc il transforme tout en opportunité de film. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des entorses à son dogme. Et je pense qu'il faut prendre aussi le dogme comme une forme de blague. C'est-à-dire que vu qu'il détourne un peu tout, vu qu'il retourne... il va prendre beaucoup de choses qu'on croit donner, il va les retourner, il va en abîmer les fondations. Je pense que c'est un peu pareil avec son dogme. C'est pas un messie, quoi. Je pense que ce que tu disais, Alexandre, c'était pertinent parce que je pense que ça résume bien ce que Plinton fait. Après, Plinton, il a 40 ans de carrière, il a 10 longs métrages. Bientôt Ouais. 11. Je crois qu'il aura dans les 80 ans, pas loin. 76, il s'en approche, ouais. Ouais, il est vraiment pas loin. Non, et puis il commence à 40 ans de faire des films d'animation. C'est-à-dire que c'est une carrière qui est très bizarre. En fait, il commence super tard, il en fait plein tout le temps. Enfin, il s'arrête pas. Je sais pas. Quand on le voit dessiner, il a pas l'air d'avoir 80 ans, tu vois. Non, mais il a vraiment 76 ans. Ouais. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais ouais, il fait assez jeune, quoi. Enfin, avec sa coloration blonde en plus. Il a un truc comme ça, un peu personnage rétro de ses films. Il ressemble un peu à ses personnages. On disait ça dès un moment, c'est assez marrant. Je sais pas trop si c'est un compliment. C'est pas un compliment parce que ses personnages ils ressemblent un peu à rien, mais c'est assez marrant quand on le voit. Il a une forme de mauvais bronzage, de mauvaise couleur de cheveux. Il fait des blagues pas drôles. Enfin, c'est assez comique. Enfin, voilà, Bill Plinton, s'il nous écoute, c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique par ailleurs. J'ai pas envie de le casser ici sur son dos, mais Non, il est vraiment adorable. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être aussi parce qu'il a bientôt 80 ans. Mais je trouve que tous ces héros masculins ressemblent pas mal à Elvis. Je pense que c'est une de ses grosses références. Oui, il en avait fait tout un film, la Air High, où c'était une espèce de détournement de grise avec des morts-vivants. Enfin, ça terminait avec des morts-vivants, et parce que sinon, je pense que juste une intrigue à la grise lui suffisait pas en termes de déferlement, voilà, de violence. Mais oui, il en avait fait. Ça doit faire partie de ses influences un peu, ouais. Il y a dans The Tune, qui est son premier long métrage d'animation. Il y a un chien qui se transforme en Elvis, qui va faire des chansons. Enfin, c'est tout un. Il y a bien 10 minutes. Il va tenir 10 minutes sur juste Elvis si c'était un chien, et ça l'amuse beaucoup, visiblement. Enfin, oui, je pense que Elvis, c'est quelque chose. Alors, il cite en influence, c'est très étrange. Il cite pas Elvis, mais bon, Elvis, on connaît. Il cite Jack Tati. Il cite. Alors, peut-être que tu pourras trouver le réalisateur de Les Triplettes de Belleville. Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, Disney. Il adore Miyazaki. Il adore Pixar. Enfin, c'est très bizarre ces références. Il trouve qu'en ce moment, ce que fait Pixar, c'est génial. Je ne vois pas si vous voyez la ressemblance entre L'impitoyable Lune de miel et Alerte rouge, par exemple. Plinton, lui, ça lui va. Et je trouve ça assez marrant. En tout cas, ses influences, c'est plutôt ça. Mais effectivement, il y a Elvis, c'est évident. Toi, tu parlais de... Il y a Roland Topor aussi. Voilà, Roland Topor. Robert Crumb, en tant que dessinateur de presse, tout ce qui était les BDastes, toutes ces personnes, voilà, c'est semblable en fait. Tu parlais de Pfeiffer, j'ai oublié le nom un de ses doyens sans doute lorsqu'il travaillait à Playboy et le New York Times. Il est très attentif au travail de ses pairs dans l'animation, quoi. Il est un peu au courant de tout. Je le voyais citer Allegro non troppo de Bozzetto en entretien.
Je sais pas comment il fait pour trouver le temps de regarder des films avec tout le travail qu'il doit avoir, mais en tout cas, il a l'air de s'en ménager. Ouais, Mais toi, tu lui attribues une filiation avec Ralph Bakshi aussi, qu'il n'a jamais cité, mais qui par contre effectivement ressemble à beaucoup de ses œuvres. D'autant que Ralph Bakshi, même si ça n'a pas plu à Crumb, avait fait une adaptation de Fritz the Cat, et que Fritz the Cat, c'est peut-être le parangon du film d'animation américain pour adultes, c'est-à-dire c'est le premier film d'animation classé X aux États-Unis. Ce qui est quand même en soi un exploit. Et on retrouve ce côté très crayonné où les idées s'enchaînent et il n'y a pas de repos vraiment. Et c'est souvent le cas dans tous les films de Bakshi, fait que tu as un peu ce truc très, très accidenté de son animation. Parfois, tu sens qu'il y a des baisses de régime. Tu te dis à ce moment-là, il ne devait plus avoir assez d'animateurs pour le suivre ou il est trop allé en barre. Enfin, ce genre de drôle de parcours. Mais c'est vrai qu'il ne le cite jamais alors que j'y vois quand même... ils ont quasiment travailler en même temps, c'est-à-dire à partir des années fin des années 60, début années 70, Ralph Bakshi avec toute la contestation politique, c'est là qu'est arrivé Fritz the Cat, qui est un peu cette figure très libertaire comme ça. Mais ça m'a toujours étonné qu'ils le citent pas ou qu'ils aient pas à faire, d'autant que Ralph Bakshi aujourd'hui c'est vraiment la croix et la bannière pour qu'il arrive à ressortir un film. J'ai l'impression qu'il fait que enchaîner des projets avortés les uns après les autres et qu'il n'arrive pas à se remettre sur pied sans doute avec cet exercice du court-métrage répété, de répondre à des commandes de clips. Vous avez beaucoup évoqué ce qui a influencé Plimpton, mais moi j'aimerais bien vous entendre sur ce que Plimpton a engendré. Est-ce que vous voyez, alors je crois qu'il est actif depuis les années 90 jusqu'au milieu des... son dernier film, c'était il y a 5-6 ans. Quel cinéaste il a enfanté et quelle personne se revendique de Plimpton à l'heure actuelle ? Je ne sais pas s'il se revendiquerait d'eux, parce qu'en termes d'influence concrète... je vais raconter l'anecdote, parce que moi je la trouve super marrante, de Plimpton à la Comic-Con, qui arrive à s'incruster, parce qu'il connaît tout le monde, il arrive à s'incruster... Est-ce que tu peux préciser ce que c'est la Comic-Con ? La Comic-Con, on est sur une convention sur toute la culture des comics américains, donc ça regroupe la culture des BD, des super-héros, j'imagine qu'il y a aussi du manga, énormément d'acteurs de séries qui s'y pointent, culture geek, pour le dire grossièrement. Et il y avait une soirée Disney à laquelle il arrive à s'incruster en pensant se faire tège très vite parce que c'est pas très Disney, quoi. Il n'était pas invité aussi. Et il n'était pas invité, mais il arrive à s'incruster et toutes les équipes d'animateurs en fait le reconnaissent. Et il est à partir de là, et il a pu rester et boire des coups tranquille à Comic-Con avec les équipes de Disney. Donc tu te dis, ils le connaissent, quoi. C'est une référence, quoi. C'est un peu une figure un peu solitaire, quoi, dans les paysages de l'animation états-unienne, quoi. Et en termes après d'influence, je pense qu'il y en a. Là, je sais pas, c'est le premier auquel je pense, mais il y a Lee Hardcastle, qui est un animateur qui pourtant travaille en plus avec de la pâte à modeler, mais qui fait que des films quasiment sur YouTube en solo. Il a commencé comme ça, avec ses petits moyens, donc en plus avec de la Play-Doh, ça coûte rien. À enchaîner des détournements de films en rajoutant des zombies, en rajoutant du gore, en rajoutant des affrontements. Il avait fait un détournement de gags du canapé des Simpsons, exactement d'ailleurs comme Plimpton qui a fait, je crois, quelque chose comme 6 gags du canapé pour les Simpsons, parce que Matt Groening a l'air d'apprécier aussi le travail de Bill Plimpton, mais je pense dans tous ces animateurs un peu trash, un peu irrévérencieux qui arrivent, après les années 90, début des années 2000, je pense que tu peux y voir avec le travail de Plimpton. C'est ce à quoi je pense. Moi, j'étais peut-être d'autres. Non, mais franchement, je pense qu'il a influencé tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est étrange de le dire comme ça, mais au bout d'un moment, dès The Face, en fait, c'est quelqu'un qui a eu rapidement, bizarrement, beaucoup de succès au sein de la profession. C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs sélections aux Oscars aux États-Unis. Ça compte beaucoup pour une carrière de quelqu'un, donc ça permet de... Donc il a été sélectionné pour Your Face et The Guard Dog, c'est ça ? C'est ça. Donc en 85 et puis 2005, quelque chose comme ça. Donc à 2 moments très différents de sa carrière, il a été sélectionné aux Oscars. Ses films ont fait des ouvertures à Sundance, ont gagné des prix, des choses comme ça. Donc c'est un cinéaste qui est finalement assez diffusé en festival, qui est assez connu de la profession, que beaucoup d'animateurs et de jeunes animateurs ont vu, parce que notamment en fait, son caractère indépendant et sa façon de faire des choses différentes des autres ont beaucoup inspiré, je pense, d'animateurs en général, de jeunes animateurs dans les écoles. Il donne beaucoup de conférences, il fait beaucoup d'interventions, déjà parce que ça lui permet de gagner de l'argent, et ensuite parce que je pense qu'il est très demandé et que les gens l'aiment beaucoup. Et donc moi, j'ai entendu plusieurs personnes, en fait, d'amis, des connaissances plus ou moins lointaines, parler
même à titre d'inspiration, que ce Plympton les avait inspirés, même quand c'est des gens qui ne font pas forcément faire les mêmes choses. Par exemple, une influence qui est assez concrète, je crois que Mitch contre les machines, le film Netflix, qui est un film Netflix en 3D qui ressemble à l'attaque des boulettes géantes, la tempête de boulettes géantes, qui est un bon film par ailleurs. Mais ce gars qui a réalisé ce film, c'est un ancien employé de Plympton. Donc en fait, son influence à Plympton, elle est assez intéressante parce qu'elle se retrouve dans des films où en fait, il n'y a que Plympton qui a la patience et peut-être le courage de faire les films qu'il fait. Et sinon, il y a plein d'autres gens qui vont être dans l'industrie, donc des gens qui sont plus anonymes en fait, qui vont être des salariés de gros studios, de Netflix, de DreamWorks, de Disney, de Pixar. Et je pense dans le monde entier, il y a d'autres gens qui vont aimer son travail, mais qui vont du coup, qui ont déjà travaillé pour lui, qui l'ont déjà rencontré, qui ont déjà cité leur admiration pour son travail. Je pense que c'est assez drôle, mais Plympton, je pense que ça fait partie de ces animateurs qui vraiment brassent très large et que beaucoup de monde vont connaître. Enfin, c'est des films qui sont pas faciles à voir et défendre en salle et qui sont pas faciles à programmer ou à montrer à un grand public, mais en même temps, c'est des films qui ont vraiment une forme d'aura, qui sont assez connus. Enfin, les courts-métrages sont très vus, il a fait beaucoup de pubs, donc il a été vu à la télé. Mais moi, par exemple, il y a des scènes, là, il y a des séquences qui m'ont fait penser à du Yuasa, il y a des séquences il a rencontré Miyazaki, il est allé au Japon, enfin, il a rencontré tout le monde, et donc en fait, il est probable que tout le monde ait vu son travail et que beaucoup de gens s'en soient inspirés sans qu'on le sache. Ne serait-ce que par sa manière de travailler, qui est de poursuivre à dessiner, de faire des films quoi qu'il en coûte, etc. Beaucoup d'animateurs partagent cette vision-là, en fait. Donc, ça répond pas à ta question, mais en même temps, je pense que c'est difficile d'y répondre parce qu'une liste serait extrêmement longue, quoi. On verra dans 30 ans quand la nouvelle génération sortira, mais je pense qu'elle est déjà, comme tu le dis, assez observable, quoi. Et surtout, malgré cette place solo, il a aussi beaucoup de respect en fait pour ses pairs. Enfin, il disait, moi, jamais ça m'intéresserait de bosser dans l'animation jeunesse, parce que ça l'intéresse pas en fait de faire des petits lapins qui chantent, comme il dit. Si ça peut paraître un peu piquant, mais en même temps, comment il pourrait ne pas être piquant, il dit que Disney et les gens qui font ça le sont très aptes. Donc, il arrive aussi à se ménager, à être vraiment respectueux, ouais, de ce qui en fait lui a donné goût pour l'animation dès le début, quoi. Donc bah ouais, c'est-à-dire qu'il vient de l'animation mainstream en fait. Plympton, son inspiration c'est Disney, et en fait aujourd'hui, quand il s'est exprimé en 2023, je crois que tu m'avais envoyé un entretien de 2023, il disait que l'animation mondiale était en ce moment en train de traverser un âge d'or, notamment grâce à Pixar en fait. Et donc c'est étonnant de voir quelqu'un qui fait des films comme L'impitoyable lune de miel, il pourrait se mettre en retrait, cracher sur le reste de l'animation, dire ah là là, plus personne ne dessine avec un crayon de nos jours. Et en fait, pas du tout. Lui, il trouve que c'est fantastique tout ce qui se fait en animation. Il dit Netflix, c'est génial, on peut créer plein de films, il y a plein de gens qui vont animer des cours. En même temps, il a raison, parce que Netflix, ils vont produire Arcane, ils vont produire Pinocchio, ils vont produire. Ils en chopent des Oscars, ouais. Voilà, Mitch et les machines, il y a Disney qui va faire énormément de choses. Il y a effectivement un foisonnement dans l'animation aujourd'hui que Plympton est capable de reconnaître. Je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment admirable chez lui, cette manière de s'intégrer dans une industrie, tout en ayant une place un peu... C'est un peu le grand frère, peut-être, genre, je sais pas. Le tonton qui fait les blagues salaces, ouais. Il y a un truc comme ça chez lui. Il y a un truc comme ça. Je voulais vous entendre sur l'impact qu'a eu le numérique sur Plympton, sur son travail. Donc, vous le savez, Avatar, en 2009, a forcé les cinémas à s'équiper en numérique, et depuis, c'est le mot d'ordre. Et Plympton, c'est quelqu'un qui vient du celluloïd, qui vient du travail à la main, tu parlais du crayon, etc. Est-ce que ça a eu... Quel genre d'impact a eu le numérique sur son travail, sur sa vision des choses ? C'est assez maigre. C'est assez maigre. Jamais, je pense qu'il lâchera son crayon. C'est-à-dire qu'avant, il dessinait sur papier, il faisait scanner ça par Xerox Machine pour que ça soit imprimé sur un celluloïd. Maintenant, il fait scanner ça pour que ce soit sur une tablette graphique, et que les maigres équipes d'animateurs qu'il a avec lui, enfin de coloristes plutôt, mettent la couleur sur ses dessins. Et il fait ça à partir... le premier long métrage sur lequel, en tout cas, il applique des techniques comme ça de colorisation par ordinateur, c'est sur Des idiots et des anges en 2003, un peu avant l'énorme boom du numérique avec le film de Cameron. Mais s'il y a des expérimentations à faire, il va pas tellement les faire avec le numérique. Si tu veux. Lui, c'est par exemple se faire un défi de faire tout un film dessiné avec un stylo bic, où je dois changer d'outil de stylo, mais pas de... Il avait fait, ceci dit, une expérience sur un court-métrage qui s'appelle Shut High Hotel, où il a commandé avec un animateur un modèle 3D pour représenter cet hôtel qui est au centre du court-métrage. Et il a été assez agacé par le fait que lui arrivait à en faire les dessins
une semaine, même pas, et que ça prenne 6 mois ensuite à modéliser. C'est un truc qu'il a pas mal excédé, et c'est pas sa cadence, c'est pas son rythme de travail. Je pense, enfin, ça fait un peu écho à ce que tu disais par rapport à son comparse et ami sur Kung Fu Panda. Il y a quelque chose du rythme de production qui lui va pas avec le numérique, si c'est pour alourdir en fait et allonger alourdir le travail et allonger la durée de ce travail. Enfin, il veut pas que ça en soit handicapant. Et du coup, justement, il va se servir du numérique pour accélérer et alléger le travail. C'est-à-dire que pour se passer du celluloïd, un celluloïd, ça coûte cher. Une machine qui scanne, ça coûte cher. Ça demande à embaucher des personnes qui vont venir avec des pinceaux pour peindre. Ça coûte cher, ça prend du temps. Donc en fait, lui, au contraire, le numérique lui permet de revenir au crayon de papier, stylo. Son prochain film, donc Slice, c'est dessiné au crayon de papier sur papier, puis scanné. Et les dessins sont ancrés au bic encore, et coloré, cette fois-ci manuellement, au crayon de couleur. Donc en fait, par contre, tout ça, ça va être scanné, et ça ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de numérique. Parce qu'en fait, c'est très compliqué sans numérique de dessiner au crayon de couleur de l'animation. C'est-à-dire qu'il faut dessiner alors que le numérique, on peut découper des silhouettes on peut transformer en fait une feuille de papier en un celluloïd en fait. Et j'ai l'impression son utilisation du numérique, elle est très limitée. C'est plus un logiciel. En gros, on pourrait imaginer qu'il utilise Paint ou n'importe quoi. Pour accélérer en fait le processus de production. Mais par contre, il y a un vrai usage du numérique chez Plinton qui est très tôt, parce que finalement 2003 c'est assez tôt pour le numérique, mais qui va lui servir non pas à changer la forme qu'on nous va avoir de ces films, mais plutôt à accélérer le processus et à revenir à un style qui lui, un peu comme ce que Takahata faisait finalement avec Les voisins les Yamada et Ma princesse Kaguya, c'est que la princesse Kaguya, c'est-à-dire que le numérique va permettre à Takahata d'émuler un style de dessin crayon de papier. Plinton, lui, il ne va pas émuler, il va juste prendre le dessin crayon de papier et le scanner de sorte à pouvoir se passer du celluloïd qui demande un type de trait particulier. Par exemple, le celluloïd, si vous écoutez en intervalle, il y a un épisode sur Illusion of Life où Agathe et Simon, qui sont 2 intervenants, nous parlent de ça, que le passage du dessin papier au celluloïd faisait perdre un certain nombre de détails dans l'image. Donc ça demande à avoir un certain type de dessin avec un certain type de chara-design, un certain type de trait pour que le celluloïd puisse garder toutes ces informations. Donc Plinton, grâce au numérique, en fait, il va pouvoir revenir à des dessins ou faire évoluer ses dessins dans une autre direction qui demande il outrepasse d'autres contraintes techniques, alors il s'en rajoute. Mais voilà, le numérique, il ne va pas du tout être rejeté par Plinton, mais c'est juste que c'est un outil comme un autre pour garder son style en fait. Je ne sais pas exactement s'il s'est positionné. Dans les entretiens qu'on a lus, il ne s'est pas positionné publiquement contre le numérique, mais en tout cas, il s'en sert, quoi. Et merci beaucoup à vous deux. En 2 minutes, est-ce que vous avez une conclusion sur cette conférence Plimpton ? Vivement son prochain film, parce que 2 heures de Plimpton où j'avoue qu'il a l'air d'annoncer vraiment c'est au niveau des couleurs que ça a l'air d'être très très riche. Il a l'air très content du résultat, et je pense que Slide, avec un peu de chance, ça devrait sortir au moins au Festival de Cannes, peut-être fin d'année. Il parlait du Festival de Cannes en entretien, peut-être que c'est planté. C'est un entretien dans janvier, je crois. Il dit qu'il aimerait bien le finir pour Cannes. Je croise les doigts, j'en ai très envie de le voir. Moi aussi, j'aimerais beaucoup que le film soit à Cannes, mais vu le rapport entre Cannes et les films d'animation... Mais Plinton a gagné un prix du jury à Cannes. C'est-à-dire que quand il a fait The Tune, il y avait un court-métrage qui a été séparé du film pour les questions de production, et un de ces courts-métrages a gagné un grand prix à Cannes en 92, quelque chose comme ça. Le Festival de Cannes a un rapport difficile avec l'animation. Mais Plinton, pour le coup, c'est un des rares à y avoir trouvé une petite place au mieux. En tout cas, le jury de Cannes était intéressé pour voir le film en début d'année. Je vous enverrai... l'entretien, c'est un entretien de Chaos Reign, je crois, où il en parle. Oui. Donc vous pouvez regarder Bill Plinton sur Chaos Reign, où il parle de cette anecdote-là. Donc nous, on espère que le film sera à Cannes. Ça serait chouette d'avoir un vrai film d'animation. Tous les films sont des vrais films d'animation, ça n'a aucun sens. Ça serait chouette que le Festival de Cannes mette en avant du cinéma d'animation comme Berlin a pu mettre en avant le film de Makoto Shinkai, Suzume, il n'y a pas très longtemps. Ça serait chouette que d'autres festivals peut-être prennent le pli, et notamment le Festival de Cannes. Donc Alexandre et moi, on attend le film Slide. En attendant, vous pouvez aller voir sur YouTube, chaîne de Bill Plinton qui s'appelle Plimtoon. Il y a 7 petits épisodes, c'est des petites capsules entre 10 et 2 minutes, où Plinton va montrer un petit peu les différentes étapes de la fabrication de son film, notamment le dessin et
et la colorisation des planches. Et si vous vous intéressez à Plympton, c'est assez fascinant à voir la façon dont Plympton va travailler et l'aisance avec laquelle il dessine. Je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable à voir. Eh ben, Alexandre Maude, merci beaucoup. Merci au public. Merci à vous, monsieur, qui a participé. Merci Très bonne beaucoup. journée. Merci.